Je vais. Jamais, jamais, je n'oublierai vos belles boules sous la lune. Tu m'as juré de m'adorer, nos deux âmes n'en faisaient qu'une. Les sanglots longs, les violons venaient mourir dans la nuit brune. L'archer vainqueur unissait nos cœurs dans cette extase du bonheur. Un soir à Vienne qui souvienne sur les bords du Danube, l'instant vient nous surprendre et ce fut le premier aveu. Sous ton empire troublant délire, quand nos cœurs s'éveillent à l'amour, au soir de Vienne, quoi qu'il advienne, à toi je penserai toujours. Tu murmures, je t'aimerai, tant que le flot qui vagabonde restera bleu comme tes yeux. Que voulais-tu que je réponde? J'espérais dans ton cœur pourtant bien plus changeant que l'onde. Les fleurs sont toujours bleues comme au beau jour. Mais moi je n'ai plus ton amour. Un soir à Vienne qui s'en souvienne sur les bords du Danube bleu. Là-bas, ce temps revient nous surprendre, et ce fut le premier aveu. Sous ton empire troublant délire, quand mon cœur s'éveille à l'amour, au soir de Vienne, quoi qu'il advienne, à toi je penserai toujours. Avant le mariage, il s'était aimé chastement, dans les étoiles. Elle avait aimé, elle, parce qu'il lui faisait la cour, qu'il était assez riche, gentil et délicat. Après le mariage, ce fut une sorte de rage sensuelle et infatigable, puis une tendresse exaltée, invention gentille et polissonne, et tous leurs gestes leur rappelaient la chaude intimité des nuits. Maintenant, sans se l'avouer, sans le comprendre un peu peut-être, ils commençaient à se lasser l'un de l'autre. Or, un matin, Paul, Oui. veux-tu m'emmener dîner au cabaret? Mais oui, ma chérie. Dans un cabaret très connu. Eh oui. Tu sais, dans un cabaret galant. Dans un cabaret où on se donne des rendez-vous. Oui, oui, je comprends. Dans un cabinet particulier d'un grand café. C'est ça. Mais d'un grand café où tu sois connu. Où tu aies déjà soupé. Enfin, tu sais, je voudrais... Non. Non, je n'oserais jamais dire ça. Mais dis-le, ma chérie. Entre nous, qu'est-ce que ça fait? Nous n'en sommes pas au petit secret. Non, je n'oserais pas. Mais voyons, ne fais pas l'innocente, dis-le. Eh bien, je voudrais être prise pour ta maîtresse. Et que les garçons qui ne savent pas que tu es mariée me regardent comme si j'étais ta maîtresse. Et que toi aussi, tu me crois ta maîtresse. Une heure dans cet endroit-là où tu dois avoir des souvenirs. Moi-même, je croirais que je suis ta maîtresse.
que je te tromperai avec toi. Oh, Paul, tu ne te figures pas comme ça me troublerait de dîner comme ça avec toi. Mais oui, ma chérie. Nous irons ce soir dans un endroit très chic où je suis connu. Berthe, lis-moi un peu la Gazette, pour que je sache encore un peu ce qui se passe en ce monde. Il y a beaucoup de politique, grand-mère. Faut-il passer? Oui, oui, mignonne. Mais n'y a-t-il pas d'histoire d'amour? La galanterie est donc morte en France qu'on ne parle plus d'enlèvement, ni de combat pour les femmes, mais ni d'aventure, comme autrefois. Ah, voilà. C'est intitulé Drame d'amour. Oh, lis-moi ça. C'est une histoire de vitriol. Une dame, pour se venger de la maîtresse de son mari, lui a brûlé les 2 yeux. Elle est sortie des assises acquittée, innocentée, félicitée, aux applaudissements de la foule. C'est affreux. C'est affreux, cela. Mais vous êtes fous, vous êtes donc tous fous. Le bon Dieu nous a donné l'amour, la seule séduction de la vie. Et l'homme y a mêlé la galanterie, la seule distraction de nos heures. Et voilà que vous y mettez du vitriol comme on mettrait de la boue dans un flacon de vin d'Espagne. Mais grand-mère, cette dame au vitriol, elle s'est vengée. Songe, elle était mariée et son mari l'a trompée. Ah, mais quelles idées vous donne-t-on, nous autres jeunes filles d'aujourd'hui? Mais le mariage, c'est sacré, grand-mère. C'est l'amour qui est sacré. Écoute, fillette, une vieille qui a vu 3 générations et qui en sait long, bien long sur les hommes et sur les femmes. Le mariage n'a rien à voir avec l'amour. On se marie pour former une famille, on forme une famille pour constituer la société. La société ne peut pas se passer du mariage. Quand on se marie, il faut combiner les fortunes, les convenances et travailler pour l'intérêt commun, qui est la richesse et les enfants. On se marie qu'une fois, et cela parce que le monde l'exige. Mais on peut aimer 20 fois dans la vie, parce que la nature nous a fait ainsi. Mais non, le mariage, vois-tu, c'est une loi, mais l'amour, c'est un instinct. Et on a tort de lui résister, parce qu'il nous vient de Dieu, alors que les lois ne viennent que des hommes. Mais si on ne poudrait pas la vie avec de l'amour, ma chérie, le plus d'amour possible, personne ne voudrait la prendre telle qu'elle est. mais grand-mère, on ne peut aimer qu'une fois. Oh, vous avez mis des grands mots partout. Vous croyez à la passion éternelle. Ah, de mon temps, quand un gentilhomme nous plaisait, on lui envoyait un page. Et s'il nous venait au cœur un nouveau caprice, ben on congédiait son dernier amant. À moins qu'on les gardât tous les deux. Et alors les femmes n'avaient pas d'honneur? Pas d'honneur. Parce qu'on aimait, on osait le dire, et même s'en vanter. Et vous croyez que vos maris n'aimeront que vous toute leur vie? Mais comme si ça se pouvait vraiment. Tu vois, le mariage est une chose nécessaire pour que la société vive. Mais il n'est pas dans la nature de notre race. Entends-tu bien? Il n'y a qu'une bonne chose dans la vie, c'est l'amour. Et on veut vous en priver. Ah, on vous dit maintenant, oh, il ne faut aimer qu'un homme. Comme si on voulait vous forcer toute votre vie à ne manger que du dindon. Et cet homme-là aura autant de maîtresses qu'il y a de mois dans l'année. Il suivra ses instincts galants qui le poussent vers toutes les femmes. Et alors, moi, je sortirai par les rues avec du vitriol dans une bouteille
Et j'aveuglerai toutes les pauvres filles qui auront obéi à la volonté de leur instinct. Mais je te dis que c'est infâme. Que vous ne comprenez pas l'amour. Et je serais heureuse de partir. Plutôt que de vivre dans un monde sans galanterie et avec des femmes qui ne savent plus aimer. Vous prenez tout au sérieux à présent. Mais c'est cela votre sagesse, votre raison. Tais-toi. Tais-toi, grand-mère, je t'en supplie. Prends garde, pauvre mien. Si tu crois à des folies pareilles, mais tu seras bien malheureuse. Je te propose maintenant d'écouter un peu les histoires des gens qui sont autour de nous. Cela t'éclairera un peu sur la vraie vie. Mes hommages, madame. Comment allez-vous, mon cher? Vous n'avez pas d'aventure amoureuse à nous raconter? Je vous invite à ma table. Et qu'en est-il de Madame de Jadel? Ah, La dernière fois que nous avons bavardé ensemble cet hiver, vous sembliez si amoureux. Allez, dites-moi tout. ah, je vous rappelle, ma chère, que je fus la connaissance de Madame de Jadel à Paris cet hiver. Oh, elle me plaît vivement tout de suite. Mais vous la connaissez d'ailleurs autant que moi. Ah, non, pardon. Presque autant que moi. Elle est veuve, je crois. Oui, elle est veuve et j'adore les veuves. Par paresse. Oh, je cherchais alors à me marier. Je lui fis la cour. Plus je la connaissais, plus elle me plaisait. Et je crus, le moment venu, de risquer ma demande. Donc, un jour, je me présentai chez elle et je lui dis: Madame, oh, j'ai le bonheur de vous aimer. Et je viens vous demander si je puis avoir quelque espoir de vous plaire et de vous donner mon nom. Monsieur, comme vous y allez, j'ignore absolument si vous me plairez tôt ou tard, et je ne demande pas mieux que d'en faire l'épreuve. Comme homme, je vous trouve pas mal. Reste à savoir ce que vous êtes comme cœur, comme caractère et comme habitude. La plupart des mariages deviennent orageux ou criminels parce qu'on ne se connaît pas assez en s'accouplant. Moi, je ne me marierai pas, monsieur, sans connaître à fond, dans les coins et replis de l'âme, l'homme dont je partagerai l'existence. Je le veux étudier à loisir, de tout près, pendant des mois. Voici donc ce que je vous propose. Vous allez venir passer l'été chez moi, dans ma propriété de Loville, et nous verrons là, tranquillement, si nous sommes faits pour vivre côte à côte. Je vous vois rire. Vous avez une vilaine pensée? Monsieur, si je n'étais point sûre de moi, je ne ferais pas cette proposition. J'ai pour l'amour tel que vous le comprenez, vous autres les hommes, un tel mépris et un tel dégoût qu'une chute est impossible pour moi. Acceptez-vous. Qu'entendons-nous, madame? Le dîner, c'est entendu? C'est entendu. Ah, ma putain, je m'installai chez elle. Aussitôt vraiment une singulière femme, du matin au soir, elle m'étudiait. Comme elle adore les chevaux, nous passions chaque jour des heures à nous promener par les bois en parlant de tout. Quant à moi, je devenais follement amoureux et je ne m'inquiétais nullement de l'accord de nos caractères. Je voulus hâter le dénouement et je devins un soir entreprenant. Oh, elle me reçut de telle façon que je m'abstins de toute tentative nouvelle. Un violent désir m'envahit de lui faire payer. Ah, vous connaissez Césarine, sa femme de chambre, aussi blonde que sa maîtresse étoilée. Donc, un après-midi,
j'attirai la soubrette dans ma chambre, je lui mis 100 francs dans la main, et je lui dis, oh ma chère enfant, je ne peux te demander rien de vilain, mais je désire faire envers ta maîtresse ce qu'elle fait envers moi. On me surveille jour et nuit, je le sais. On me regarde manger, boire, m'habiller, me raser, mettre mes chaussettes. Oh, je le sais. Dame, monsieur. Tu me couches dans la petite chambre à côté de la mienne pour écouter si je souffle ou si je rêve tout haut la nuit. Dame, monsieur. Oh, ne me nie pas. Bon, écoute ma fille, tu comprends qu'il n'est pas juste qu'on sache tout sur mon compte et que je ne sache rien sur celui de la personne qui sera ma femme. Bon, je ne te demande pas de dire du mal de ta maîtresse, ni même de m'avouer ses défauts secrets si elle en a. Bon, réponds simplement, avec franchise, aux questions que je vais poser. Eh bien, voyons, dis-moi cela. Est-elle aussi grasse qu'elle en a l'air? Voyons, mon enfant, mais tu n'ignores pas qu'il y a certaines femmes qui se mettent du coton. Oui, alors tu sais, du coton, là où on nourrit les petits-enfants, et là où on s'assoit. Eh bien, dis-moi, mais quel du coton? Demandez toujours, monsieur, je vous répondrai tout à la fois. Eh bien, ma fille, il y a aussi des femmes qui ont les genoux rentrés, si bien qu'ils s'entrefrottent à chaque pas qu'elles font. Puis il y en a d'autres qui les ont écartés, ce qui leur fait des jambes pareilles aux arches d'un pont. Et on voit le paysage au milieu. Bon, tout cela est très joli. Très joli. Mais moi, je voudrais bien savoir comment est faite ta maîtresse. Allez, dis-moi franchement, et je te donnerai encore beaucoup d'argent. Écoutez, monsieur, à part que madame est brune, elle est faite exactement comme moi. Cette fois, je me trouvais ridicule. Et je résolus de me venger au moins de cette bonne impertinente. Elle arriva à son poste d'observation vers minuit. Je la suivis aussitôt. En m'apercevant, elle voulut crier, mais je lui fermai la bouche avec ma main. Et je pris même grand goût à cette constatation, qui d'ailleurs poussée un peu loin ne semblait plus déplaire à Césarine. Ah, il lui manquait peut-être certaines délicatesses de soins, mais comme j'adore les parfums, je lui fis cadeau le soir même d'un flacon de lavande ambrée. Nous fûmes bientôt plus les mêmes que je n'aurais cru, presque admis. Et les délices qu'elle me procura me permirent d'attendre sans impatience la fin de l'épreuve de Madame de Châtel. Ah, c'est ici, madame. Il faut vous tourner un peu. J'arrive à l'endroit dédié. J'avais l'habitude d'aller chaque matin fumer une cigarette dans une tourelle du château. Monter un escalier en maçon éclairé par une grande fenêtre à la hauteur du premier étage. Je gravissais sans bruit les premières marches lorsque j'aperçus Césarine penchée à la fenêtre, regardant au dehors. Je n'aperçus pas Césarine en entier, seulement la moitié de Césarine, la seconde moitié d'elle. J'aimais tant cette moitié-là. Elle était charmante ainsi, si ronde, à peine vêtue d'un léger jupon blanc, cette moitié qui s'offrait à moi. Je m'approchai si doucement que la jeune fille n'entendit rien. Je me mis à genoux. Je pris avec 1000 précautions les bords du fin jupon. Brusquement, je relevai. Je la reconnus aussitôt, la face secrète de ma maîtresse, et j'y jetai... Pardon, madame. J'y jetai un tendre baiser, le baiser d'un amant qui peut tout oser. Je fus surpris. Cela sentait la verveine, et non la lavande de Césarine. Oh, mais je n'eus pas le temps d'y réfléchir. Je reçus un coup, ou plutôt une violente poussée dans la figure, qui faillit me briser le nez. Donc j'entendis un cri. La personne s'était retournée. C'était Madame de Jadel. Elle battit l'air de ses mains comme une femme qui perd connaissance. Elle haleta quelques secondes, fit le geste de me cravacher, puis s'enfuit. 10 minutes plus tard, Césarine, stupéfaite, m'apportait une lettre, et je lus « Madame de Jadel espère que Monsieur de Brie la débarrassera immédiatement de sa présence. » Je partis aussitôt. Eh bien, voyez-vous,
Depuis ce jour, j'ai tenté de tous les moyens et de toutes les explications pour me faire pardonner cette méprise. Toutes mes démarches ont échoué. Et bien très cher, j'ai gardé dans le cœur un goût de verveine qui me pousse à désir modéré à sentir à nouveau ce bouquet-là. Mon bon ami, je vous connais tant. Mais vous vous remettrez de cette aventure et laissez-moi en rire. Oh, vous êtes sévère avec moi, madame. Oh, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Un petit quelque chose qui vous fera bien plaisir. À petite tête, je suis curieuse d'admirer votre petit objet. Une vilaine curieuse voudra deviner ce que c'est. Je lui dis, c'est une affaire qui peut tenir dans le creux de la main. C'est joli, c'est mini, ni trop grand, ni trop petit. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Un petit quelque chose qui vous fera bien plaisir. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Un petit quelque chose qui vous fera bien plaisir. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir. Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Oh, il m'arrive une chose horrible. Eh bien, raconte. Oh, c'est abominable, abominable ce qui m'arrive. Je n'en ai pas dormi la nuit, vous m'entendez? Pas une minute, pas une minute. Vous savez que j'ai la manie de regarder à la fenêtre les gens qui passent. J'aime ça. Donc, hier, j'étais à la fenêtre et je ne pensais à rien. Tout à coup, je remarque de l'autre côté de la rue une femme à sa fenêtre, une femme en rouge, une femme que je ne connaissais pas. Ça m'amusa à l'examiner. Elle guettait les hommes, et les hommes aussi la regardaient, tous, ou presque tous. On aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose parce que, en approchant de la maison, ils levaient brusquement la tête et ils échangeaient un regard avec elle. Alors le sien disait « Montez-vous » et le leur répondait « Pas le temps » ou bien « Une autre fois » ou encore « Pas de sou ». Parfois, elle fermait brusquement la fenêtre et je voyais un homme passer sous la porte. Il restait 12 à 20 minutes, jamais plus. Et je me demandais, mais comment fait-elle pour se faire comprendre aussi bien? Son procédé était bien simple. D'abord un regard, et puis un sourire, et puis un petit geste de la tête, mais si léger, si discret, si vague, qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. Je me demandais, est-ce que je saurais le faire aussi bien qu'elle? Alors, j'allais essayer pour mon miroir. Oh, mes chers, je le faisais mieux qu'elle, vous m'entendez, beaucoup mieux qu'elle. Et je revins m'asseoir à la fenêtre. Alors maintenant, elle ne prenait plus personne. Le soleil avait tourné, tous les hommes passaient sur mon trottoir. Et voilà que je suis prise d'une envie folle de faire ce signe. Ah, mais d'une envie irrépressible, vous savez, de ces envies. Alors je commence à choisir. Alors j'en voulais un qui fut bien, très bien. Je le vois. Je le regarde. Il me regarde. Je souris. Il sourit. Je fais le geste. Oh, à peine. Et le voilà qui lui oui de la tête. Et il entre par la grande porte de la maison. Quelle peur atroce, songer d'aller parler au domestique qui allait sonner. Mais que faire, dites, que faire?
femme mariée. Bonjour, ma chère. Oh, mais tu sais, je la connais ton histoire. Bon, tu es marié. Ben, c'est 10 louis au lieu de 5. Oh, tu les auras. Allez, montre-moi le chemin. Mais c'est gentil chez toi. Très chic. Allez-vous-en, monsieur, mon mari va rentrer. Ah non, ma chatte. Arrête de faire des manières. Mais si ton mari rentre, je lui donnerai 100 sous pour qu'il aille prendre quelque chose en face. Alors j'ai complètement perdu la tête. J'ai pensé que plutôt ce serait fini. Parce qu'il le fallait. Il le fallait. Alors, j'ai mis le verrou à la porte du salon et j'ai consommé. Voilà. Et dis-moi, il était joli garçon. Ah oui, plutôt, je dois dire oui. Et tu te plains? Ah non, pas vraiment, mais c'est que j'ai une peur atroce. Il a dit qu'il reviendra demain à la même heure. Oh, vous n'avez pas idée comme il est tenace et volontaire. Oh, que faire? Dites que faire? Fais-le arrêter. Oh non, je ne serai jamais. Oh, puis, c'était bien agréable. Mais il y a une chose qui me gêne beaucoup. Il m'a laissé 10 louis sur la cheminée. 10 louis? Oui. Ah, quand Quand même. Eh ben, alors, qu'est-ce que je dois faire de cet argent? Tu devrais faire un cadeau à ton mari. Ça te serait que lui rendre justice. Mais chérie, je vous laisse. À plus tard. Comme il faut. Le linge de soie commence à devenir d'un commun. C'est très vrai ce que vous dites là. Bien, je vais prendre mon service. Je puis maintenant promettre à madame que cela ne prendra pas plus de 15 jours. Monsieur est très facile. Il a déjà essayé? Oh non, mais cela se voit au premier coup d'œil. Il ne vous a rien dit? Non. Il m'a simplement demandé mon nom pour entendre le son de ma voix. Parfait. Allez le plus vite que vous pourrez. Bien, madame, je ne résisterai que le temps nécessaire pour ne pas me déprécier. Déjà une semaine que vous êtes à mon service, Rose. Où en êtes-vous? C'est fait, madame. De ce matin. Ah. Et ça s'est bien passé?
très bien, madame. Cela faisait déjà quelques jours que monsieur me pressait et je ne voulais pas aller trop vite. Madame m'informera du moment où elle désire le flagrant délit. Disons jeudi à 17h dans ma chambre. Parfait, madame. Va pour jeudi, 17h. Je n'accorderai rien à monsieur jusque-là pour le tenir en éveil. Alors ma chère, tu vois ce que j'ai fait? Je suis allée chercher papa et maman d'abord. Et puis mon oncle d'enveloppe, monsieur Rappelé, le juge, l'ami de mon mari. Je ne leur ai pas dit ce que j'allais leur montrer. J'ai attendu 5 heures. 5 heures juste. Et puis j'avais fait monter le concierge pour avoir un témoin de plus. Quand la pendule a sonné 5 heures, pile, boum, je prends la porte. Ça y était en plein. Oh, que c'était drôle. Papa qui s'est fâché, le concierge qui l'aidait à se rhabiller. Que c'était farce. Quant à Rose, absolument parfaite. Elle pleurait très bien. Si vraiment tu en as besoin, ne l'oublie pas. C'est une fille très bien. Et voilà, je suis venue te raconter la chose tout de suite. Je suis libre. Vive le divorce. Mais pourquoi tu ne m'as pas invité à voir ça? Vous a-t-on assez fait la cour ce soir? Je l'espère bien. Ça était presque ridicule pour moi. Est-ce une scène? Avez-vous l'intention de me faire des reproches? Non, je dis, ma chère amie, je dis simplement que ce monsieur Burel a été très inconvenant pour vous ce soir. J'aurais pu me fâcher. Mon cher ami, j'ai compris, parfaitement compris. Vous aimez alors beaucoup, beaucoup Madame de Servie. Et ma tendresse légitime, ma tendresse légale, vous gênez. Nous avons depuis lors vécu séparés. Nous allons dans le monde ensemble, nous en revenons ensemble, puis nous rentrons, chacun chez nous. Or, depuis un mois ou deux, vous prenez des allures d'homme jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, cher ami, je ne suis pas jaloux. Mais j'ai peur de vous voir vous compromettre. Vous êtes jeune, vive, aventureuse. Pardon? Si nous parlons d'aventure, je demande à faire la balance entre nous. Oui. Ne plaisantez pas, je vous prie. Je vous parle en ami. En ami sérieux. Quant à tout ce que vous venez de dire, c'est fortement exagéré. Pas du tout. Vous m'avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l'autorisation de vous imiter. Je ne l'ai pas... Laissez-moi donc parler. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai point d'amour. Et je n'en ai pas dit. Jusqu'ici, j'attends. Je cherche. Je ne trouve pas. Il me faut quelqu'un de bien. De mieux que vous. C'est un compliment que je vous fais et vous n'avez pas l'air de le remarquer. Ma chère, toutes ces plaisanteries sont absolument déplacées. Mais je ne plaisante pas le moins du monde. Le jour où il me conviendra de cesser d'être ce que je suis, vous aurez beau faire
pareil mot. Je ne tiens pas à ce mot, je ne l'ai prononcé que pour voir si vous êtes mûr. Mûr? Quoi? Mais pour l'être. Ma chère, vous êtes tout à fait mal élevée ce soir. Je ne vous ai jamais vu parler ainsi. Ah, voilà. J'ai changé. En mal. C'est votre faute. Voyons. Parlons sérieusement aujourd'hui. Je vous prie, je vous supplie de ne pas autoriser, comme vous l'avez fait ce soir, les poursuites inconvenantes de ce monsieur Burrell. Vous êtes jaloux. Je le disais bien. Mais je ne dois pas être ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Et si je revois ce monsieur vous parler dans les épaules, ou plutôt entre les seins, Il cherchait un porte-voix? je lui tirerai les oreilles. Seriez-vous amoureux de moi par hasard? On le pourrait être de femmes moins jolies. Tiens, comme vous voilà. C'est que je ne suis plus amoureuse de vous, moi. Mais plus de ces plaisanteries entre nous, s'il vous plaît. Nous vivons séparés, c'est fini. Voyons, ne vous fâchez pas. Je vous trouve ravissante depuis quelque temps. Alors, c'est que j'ai gagné. Vous aussi, vous me trouvez mûr. Je vous trouve ravissante, ma chère. Vous avez des bras, un teint, des épaules. Qui paierait pour M. Burrell? Là, vous êtes féroce. Et je serais franc et brutal sans politesse. Je suis redevenu amoureux de vous, pour de vrai, très fort. Voilà. Tiens. Alors, vous voudriez recommencer Oui, madame. ce soir? Marguerite. Mon cher, entendons-nous. Nous ne sommes plus l'un à l'autre, n'est-ce pas? Je suis votre femme, c'est vrai. Mais votre femme libre. J'allais prendre un engagement d'un autre côté et vous me demandez la préférence. Je vous la donnerai. À prix égal. Je ne comprends pas. Je m'explique. Suis-je aussi bien que vos cocottes? Mais il faut mieux. Mieux que la mieux? Mais il faut. Eh bien, combien vous a-t-elle coûté la mieux en 3 mois? Je n'y suis plus. Je dis, combien vous a coûté en 3 mois la plus charmante de vos maîtresses? En argent, bijoux, souper, dîner, théâtre. Entretien complet, enfin. Est-ce que je sais, moi? Oh, vous devez savoir. Voyons, un prix moyen, modéré. 5 000 francs, est-ce à peu près juste? Oui, à peu près. Eh bien, mon ami, donnez-moi tout de suite 5 000 francs et je suis à vous pour un mois. À compter de ce soir. Mais vous êtes folle! Vous le prenez ainsi? Bonsoir. Mais c'est stupide. Ça se peut. Mais vous savez les conditions. 5 000 francs. Mais ça c'est idiot. Pourquoi ça? Comment, pourquoi? Mais un mari payé pour coucher avec sa femme. Quel vilain mot vous employez? Quelle drôle d'idée vous avez là. Quelle idée? Demandez 5 000 francs. Mais rien de plus naturel. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas? Or, vous me désirez. Vous ne pouvez pas m'épouser, puisque nous sommes déjà mariés. Alors, vous m'achetez. Et on paye d'avance. Allez, mon ami.
Il ne t'y accoutume pas? Chaque mois 5 000, monsieur. Ou bien je vous renvoie à vos cocottes. Et si vous êtes content de mes services, je vous demanderai de l'augmentation. Oh, Paul, je suis si heureuse de dîner dans cet endroit avec toi. Et tant mieux, ma chérie. Voyons, confesse-toi. Tu sais, je voudrais tout savoir. Quoi donc? Je n'ose pas te dire. Dis toujours. Non. Si, enfin. Eh bien, cet endroit a éveillé ma curiosité et j'ai beaucoup de questions. Lesquels? As-tu eu des maîtresses? Beaucoup. Avant moi. Oh, Paul, je t'en prie, dis-moi, as-tu eu beaucoup? Eh bien, quelques-unes, oui. Combien? Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'on sait ces choses-là? Tu ne les as pas comptées. Mais non. Alors, tu en as eu beaucoup. Oui. Combien? À peu près, seulement à peu près. Je ne sais pas du tout, ma chérie. Suivant les années, tantôt 20 ou 30, tantôt 4 ou 5 seulement. Ah. Cela fait plus de 100 femmes en tout. C'est dégoûtant. Pourquoi ça, dégoûtant? Eh bien, c'est dégoûtant quand on y pense. Toutes ces femmes nues et toujours la même chose. Ah non, c'est dégoûtant. Voilà qui est drôle, par exemple. S'il est dégoûtant d'avoir 100 femmes, il est dégoûtant également d'en avoir une. Ah non, non, pas du tout. Parce qu'une femme, c'est un amour qui vous attache à elle. Tandis que 100 femmes, c'est de la saleté, de l'inconduite. Ben, comment un homme peut se frotter à toutes ces filles qui sont sales? Non, elles sont très propres. Paul, on ne peut pas être propre en faisant le métier qu'elles font. C'est à cause de leur métier qu'elles sont propres. Quand on songe que la veille, elle faisait ça avec un autre, enfin, c'est ignoble. Et ce n'est pas plus ignoble que de boire dans ce verre, moi, vu je ne sais qui ce matin, et qu'on a bien moins lavé, sois-en certain que... Tais-toi, tais-toi, tu me révoltes. Mais, dis-moi, ça t'amusait de passer comme ça de l'une à l'autre? Ah, mais oui. Beaucoup. Oui, beaucoup. Et qu'est-ce qui t'amusait? Est-ce qu'elles ne se ressemblent pas? Mais non. Les femmes ne se ressemblent pas. Pas du tout. En rien. En rien. C'est drôle. Et qu'est-ce qu'elles ont de différent? Mais tout. Le corps. Oui, le corps. Le corps tout entier. Le corps tout entier. Et quoi d'autre encore? Bien, la manière d'embrasser, de parler, de dire les moindres choses. Paul. Et dis-moi, c'est amusant de changer. Oui, c'est très amusant. Et les hommes aussi sont différents. Ah, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi, mais certainement, oui. Il n'y a pas de raison. Ils doivent être différents. Oui, sans doute.
Comme tu dis, il n'y a pas de raison. Ça doit être comme la jante féminine. Chacun a sa personnalité. Oh, oh mon chéri, comme je t'aime. Alors, comme ça, tu dis que c'est amusant de changer